Je suis une personne lambda. C'est sûrement ce que vous vous dites, vous qui nous écoutez. Vous pensez sûrement que les histoires que vous allez entendre n'arriveraient jamais à quelqu'un de lambda comme vous ? Eh bien si, nous les racontons chaque jour dans nos journaux. Et chaque dimanche dans ce podcast, Lambda, écrit et réalisé par les journalistes de Centre France. Je commence le rugby très jeune en fait, en suivant mon père sur les terrains du rugby club d'Orion. Et j'ai tout de suite envie de tester cette discipline à l'âge de 10 ans, où avec un copain de l'école primaire, on rejoint l'école de rugby du rugby club d'Orion et j'accroche directement avec ce sport. C'est un sport qui me plaît par les contacts, l'état d'esprit, la camaraderie. Et c'est vraiment une discipline dans laquelle je m'épanouis totalement, qui m'apporte un certain équilibre aussi dans ma vie, et sans prétention aucune en fait d'atteindre le haut niveau. Et puis je connais les premières sélections départementales, régionales, à l'âge de 14 ans, me semble-t-il, et je commence à toucher du doigt finalement non pas l'élitisme, mais du moins la compétition à un niveau un peu plus intéressant. Et donc, je décide de rejoindre l'ASM à l'âge de 16 ans, en cadet, où je quitte mon petit club, du coup, un peu plus tôt, de copains, et pour rejoindre cette grosse machine qui a été un bouleversement dans mon approche rugbystique. Un bouleversement parce que je me retrouve finalement avec que des compétiteurs, des personnes qui ont un état d'esprit différent de ce que je pouvais avoir et de ce que je pouvais rencontrer dans mon club de rugby à Rion. Et donc je dois m'acclimater un petit peu à ce nouveau rugby. Quoi qu'il en soit, je prends du plaisir tout de suite. Enfin, j'arrive à m'exprimer assez facilement. Je connais mes premières sélections internationales à l'âge de 16 ans qui me permettent de participer à une tournée en Afrique du Sud. Je pars en tournée en Afrique du Sud avec une génération dorée, une génération qui demain va alimenter le 15 de France. Je pense notamment à Maxime Médard, Maxime Mermoz, Picamol, Trinduc, Guirado également, qui est demain le capitaine du 15 de France. Et donc, je touche du doigt pour la première fois le niveau international. Porter le maillot frappé du coq à cet âge est quelque chose d'incroyable qui me remplit d'émotions. Ma première Marseillaise à l'étranger en Afrique du Sud, c'était quelque chose de magique. Je me rappelle encore du stade. On joue en levée de rideau d'un match du Tri-Nation à l'époque, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, à l'Ellis Park Stadium, qui était le stade de la finale de la Coupe du Monde 94. Et on joue devant un stade avec 10 000 personnes présentes, et c'était quelque chose pour moi de grandiose, un souvenir incroyable. J'intègre le pôle espoir à Ussel et donc je passe mon bac scientifique dans ce lycée tout en continuant à m'entraîner et en ayant un parcours personnalisé et aménagé pour me permettre de prétendre de toucher le haut niveau rugbystique. Et je connais 2 années difficiles après cette tournée par des blessures notamment à l'épaule. J'arrive quand même à être sélectionné pour le Centre national de rugby à Marcoussis à l'âge de 19 ans qui regroupe les 26 meilleurs joueurs de ta génération et qui a pour objectif de préparer la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu cette même année en 2005 en Afrique du Sud et qui va me permettre pendant un an d'être complètement détaché et de pouvoir me concentrer uniquement sur la partie rugbystique. Je tâche sur cette même année de suivre en parallèle un DUT en génie industriel et maintenance que je laisse très rapidement de par mon manque d'implication, l'envie également de me concentrer sur la partie rugbystique et puis à 19 ans, en rentrant à Clermont tous les jeudis soirs, de participer à ces soirées étudiantes qui étaient beaucoup plus attrayantes. Que d'aller le vendredi matin sur les bancs de l'IUT. Je signe mon premier contrat en rentrant de cette Coupe du Monde, un contrat de 3 ans, et qui du coup vient consolider
valider l'ensemble des efforts que j'ai pu réaliser jusqu'alors et toucher mon objectif en fait qui était d'être professionnel au sein d'un groupe d'une équipe de rugby. Je vis une année un peu idyllique en fait, hein, quand tu as 19 ans, tu es rémunéré, donc tu as un petit peu d'argent de poche, le club me donne un appartement, je vis de ma passion sans réellement avoir de contraintes. Je suis vraiment dans un cocon, dans une zone de confort incroyable. Je reviens de la Coupe du Monde de rugby en 2005 avec l'équipe de France, après avoir signé ce contrat, et j'intègre du coup ce qu'ils appelaient le centre de formation élite, qui est une dizaine de joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne, qui va s'entraîner avec le groupe professionnel et qui fera l'ensemble de la saison avec les espoirs, avec potentiellement la capacité de pouvoir aller chercher quelques feuilles de match avec les pros. Moi, j'arrive plein d'envie, d'humilité aussi, parce que j'intègre le groupe professionnel en fait à 19 ans. Je suis le benjamin de cette équipe. Je côtoie les joueurs en fait que je regardais à la télé, hein, des joueurs qui me faisaient rêver. Et ben je me retrouve avec eux à partager un ballon de rugby, à partager des combinaisons rugbystiques, des phases de conquête. Et c'est pour moi beaucoup d'apprentissage et d'émerveillement. Je regarde ça vraiment avec des yeux d'enfant. Je m'entraîne avec l'équipe Espoir au Gravenche à l'ASM et je participe à un premier match amical, intersaison, contre le Rugby Club de Vannes, équipe qui est alors en Fédéral 1. Et donc on monte à Vannes début septembre avec les Espoirs de Montferrand, et pour aller travailler et préparer la saison à venir. Et ce premier match amical avait vraiment pour objectif de mettre en place l'ensemble des combinaisons qu'on avait travaillées durant la période estivale. Je suis titulaire pendant ce match, commence en tant que troisième ligne centre, numéro 8, qui n'est pas mon poste de prédilection à l'époque, mais je joue plutôt deuxième ligne, mais ayant une génération dorée à l'ASM en poste de deuxième ligne avec Loïc Chaquet à l'époque, Pierre Vigourou, Christian Sanson également. Je prends le maillot numéro 8 et pour commencer ce match. Ce match se passe plutôt bien, on est au-dessus de l'équipe de Vannes, je joue mon jeu comme d'habitude. J'étais grippé avant le début de ce match. Et au bout de 10 minutes, je me rappelle prendre un ballon avec un retour à l'intérieur de mon numéro 9 qui me donne un ballon. Je casse un premier plaquage et puis le deuxième rideau vient me plaquer aux jambes, comme une action banale, comme une action que je vis tous les jours lorsque je pratique ma discipline. Et dans le regroupement, je sens une chaleur, un éclair au niveau des cervicales. Je libère mon ballon et je vois l'ensemble de mes coéquipiers qui se relèvent. Le ballon part à quelques mètres de ce môle. L'ensemble des joueurs se relèvent, partent et moi je peux pas me lever en fait. Je reste couché sur le terrain et dans l'incapacité en fait de pouvoir me bouger. L'arbitre de touche, qui était en fait un joueur avec qui je jouais, vient me voir et me demande la Chalme, ça va? Et donc je lui réponds non, écoute, je peux pas bouger, je sais pas ce qui m'arrive. Et là le match est arrêté. Je me retrouve encadré par les médecins du club, les kinés également du club qui nous avaient suivis, les pompiers qui sont rentrés sur le terrain pour m'apporter les premiers soins, et se souvenir également d'être évacué sur civière pour être transporté à l'hôpital de Vannes afin d'aller passer des radios des cervicales pour connaître la gravité de la blessure. Je suis transporté en hélicoptère à l'hôpital de Rennes afin d'être opéré en urgence. Donc quelques heures après mon accident, je me rappelle voir le chirurgien qui va m'opérer et je me rappelle pas exactement les propos qu'on a échangés à cet instant, mais il me semble qu'on a eu un échange plutôt ironique avec une sorte de
blague en lui disant que je lui faisais confiance de toute façon, que j'avais pas d'autre choix et que j'allais attendre la suite de mon histoire maintenant. J'ai vécu d'autres échecs dans ma carrière, de par les différentes blessures que j'évoque. Imaginez que cette blessure était identique à celle que j'avais vécue jusqu'alors, et que ma motivation et mon mental allaient me permettre de revenir sur le terrain de rugby demain. J'ai peu de souvenirs après l'opération en service de réanimation à Rennes. Alors pour la bonne raison que je suis placé dans le coma pendant 1 mois. Je me rappelle de ma belle-mère Geneviève qui me dit « T'avais l'air d'une statue grecque en fait sur ce lit avec un corps athlétique, hein, j'avais peu de masse grasse, rugbyman de métier, beaucoup de musculation, et finalement je vais perdre 50 kilos pendant cette période de réanimation, passant de 107 à 57 kilos pour 2 mètres, donc je me retrouve avec un corps non plus de dieu grec pour reprendre les propos de ma belle-mère, mais que l'on peut comparer à des personnes dénutries totalement, avec simplement mon squelette et la peau sur les os. Je vais avoir 8 mois de service de réanimation et cette hospitalisation se continue à Clermont-Ferrand où je suis rapatrié 1 mois après cet accident. Mon hospitalisation à Clermont-Ferrand est différente dans le sens où je ne dors plus, je suis plus endormi, je suis complètement conscient, je me rends compte des difficultés, je découvre ce nouveau corps également. Je ressens une certaine fatigue aussi de par cette période d'alitement qui est longue, de par ma perte de poids conséquente. Je travaille avec un kiné des mouvements que je n'arrive plus à faire. Bien sûr, je ne bouge plus mes jambes. J'ai du mal à bouger mes bras également. Mes doigts ne bougent plus du tout. Et je ne m'alimente pas non plus parce que je suis intubé. Donc, c'est-à-dire que je suis complètement nourri par une machine. Je respire également avec une sonde qui me permet de respirer. Et étant donné les difficultés que je vais rencontrer pour respirer, les médecins décident de me trachéotomiser pour me permettre de non plus avoir une sonde qui m'irrite la gorge et le nez, mais de me mettre une trachéo dans la gorge qui me permettra de pouvoir respirer avec une machine. Donc je me retrouve avec une trachéotomie que je vais garder pendant près d'1 an. Je connais d'autres problématiques avec un pneumothorax en fait qui est un problème pulmonaire pour lequel les médecins doivent me drainer en urgence. Et donc je me retrouve également à me faire opérer pour me mettre 4 drains au niveau du poumon droit afin de me permettre de pouvoir compenser mon décollement de la plèvre que j'ai eu de ce poumon. Pendant cette période, je subis tellement les événements que toute petite avancée est une victoire qui prend une ampleur énorme. Et notamment, je me rappelle de la première fois où j'ai pu remanger, ne serait-ce que boire de l'eau également. La première fois où j'ai pu respirer tout seul lorsqu'on m'enlève la trachéotomie. Alors on m'enlève pas la trachéotomie tout de suite, en fait, on me la bouche pour me permettre de respirer. Mais voilà, je me retrouve finalement à pouvoir reparler. Je me rappelle d'avoir la possibilité de reparler lorsqu'une infirmière un soir me positionne ce qu'elle appelle une canule parlante sur la trachéo qui te permet en fait de pouvoir créer des sons avec une voix qui n'était pas la mienne mais une voix très rock. Et la première chose que je fais, j'appelle mes parents, mes proches avec le téléphone de cette aide-soignante ou infirmière qui était là à mes côtés alors. Et j'ai pu échanger quelques mots et puis discuter. Ça, c'est aussi un souvenir qui était très marquant, dans le sens où j'étais privé de discussions orales pendant plusieurs mois. Je me retrouve être dans une phase de colère parce que le déni en fait sur mon accident est passé et je me retrouve à réellement prendre conscience de ma situation. Et j'ai ce souvenir en fait de mes parents dans la chambre où je vais leur adresser avec cette voix rauque que me permettait d'avoir cette trachéo
la simple question du pourquoi en fait. Pourquoi moi? C'est un moment très fort qui, je pense, était plein d'émotions bien sûr pour mes parents, mais également pour moi. J'ai besoin en fait d'exprimer toute ma colère à ce moment-là, dans le sens où je vis un peu les montagnes russes sur cette période-là où on va m'affirmer que je vais pouvoir sortir de la réanimation pour commencer enfin ma rééducation et être acteur. Et je vais connaître différents problèmes vitaux qui vont me retarder cette accession à cet objectif finalement qui était non plus d'être joueur de rugby, mais simplement d'être autonome. Je quitte le service de réanimation de Clermont-Ferrand 5 mois après mon accident, où je vais rejoindre le centre de rééducation Propara à Montpellier, qui est un centre spécialisé pour les blessés médulaires. Et ce centre a vocation à m'apporter des connaissances, à me faire travailler pour atteindre l'autonomie, ou du moins vivre avec les capacités que m'offre mon handicap. Je suis encore dans la phase où j'estime que mon travail et ma personnalité va me permettre de pouvoir remarcher demain. Je comprendrai plus tard que c'est pas le travail ou la volonté qui va te permettre de tout récupérer, mais cette volonté va simplement te permettre de sublimer ce que tu as récupéré avec les muscles restants. Et donc, en arrivant à Montpellier, je commence ma rééducation, je commence à me réasseoir pour la première fois, qui était déjà une victoire incroyable pour moi. Je revis un moment difficile après avoir commencé ma rééducation, où je connais des vomissements permanents, sans arrêt, où je n'arrive plus à me contrôler, je me retrouve être alité à nouveau, à plus pouvoir sortir de mon lit, à vomir 10 fois par jour de la bile, tout le temps. C'était vraiment très désagréable. Le médecin en centre de rééducation me réenvoie en réanimation à Montpellier. Je leur ai demandé de m'endormir, je me rappelle, je leur ai demandé de me relâcher parce que j'en pouvais plus, j'arrivais à bout, j'étais dans un état de fatigue important. Je réintègre le centre de Montpellier, non pas pour commencer ma rééducation, mais pour commencer à me renourrir de manière régulière avec des poches. En fait, c'est des poches de protéines qu'on me met. Moi qui avais toujours refusé de prendre des protéines quand je joue au rugby, et ben là je me retrouve à être nourri de nutriments qui me permettent de reprendre du poids, de reprendre un peu d'énergie, de reprendre un peu de force. Le médecin me dit: Adrien, malgré cette reprise de masse, c'est pas suffisant, on va te faire un traitement de PO sur 4 semaines avec une piqûre de PO par semaine qui va te donner du boost, qui va te donner de l'énergie. Alors je pense que j'aurais été hyper performant au rugby avec de l'EPO parce que effectivement, je pense que ces 4 semaines ont été clés pour le début de ma rééducation. Quand j'ai commencé ce traitement, j'ai eu un regain d'énergie. Je reprends du poids, je commence à pouvoir réaliser l'ensemble des exercices que me propose ma kiné. Et de fil en aiguille, je connais mes premières victoires. Non pas mes premières victoires que je subissais ou que je vivais lorsque j'étais en service de réanimation, mais les victoires sur lesquelles je suis acteur. Et j'entends par là les victoires qui étaient d'aller chercher l'autonomie. Je me rappelle lorsque je peux mettre mes chaussettes pour la première fois tout seul, lorsque je peux mettre mes lentilles de contact également la première fois tout seul. Voilà, toutes ces petites choses finalement qui jusqu'alors étaient anodines pour l'ensemble des personnes, pour moi avait une importance considérable à ce moment. J'arrive à Carpath dans un centre de rééducation qui est immense, dans un cadre idyllique au bord de l'océan, et je commence ma rééducation avec beaucoup plus de facilité que ce que j'ai pu connaître à Montpellier, parce que je suis déjà plus agile, j'ai repris du muscle, ce qui me permet de me mouvoir plus facilement avec mon fauteuil manuel, et je rencontre des personnes aussi incroyables, des personnes en situation de handicap, avec qui je vais partager, qui vont me donner également des retours d'expérience, qui vont me témoigner certaines difficultés ou victoires qu'elles ont connues et qui me permettent de grandir plus vite aussi dans l'accession de l'autonomie. Je passe mon permis de conduire à Carpath. J'arrive à être autonome le soir, pouvoir me coucher tout seul, pouvoir me déshabiller tout seul. Et donc je ressors finalement de ce centre de rééducation
avec les 2 objectifs que je m'étais fixés, mais pas que. En fait, je découvre également quelque chose d'incroyable et qui va guider ma vie future dans le cadre de ma renaissance. Je rentre de rééducation et en arrivant à l'ascenseur, je vois une affiche qui montre en fait des fauteuils un peu particuliers, des fauteuils type Mad Max, de personnes qui se rentrent dedans. Et je vois rugby fauteuil marqué, donc c'est tout de suite quelque chose qui me surprend. Et je vois qu'il y a une initiation, une séance découverte pour cette discipline ouverte aux personnes ayant un handicap des 4 membres, et donc des personnes tétraplégiques. Je suis tétraplégique, le rugby fauteuil me parle, et tout de suite je choisis et décide d'aller découvrir cette discipline. Ce qui est paradoxal et surprenant, c'est que je découvre cette discipline dans la même ville dans laquelle j'ai eu l'accident quelques années auparavant. Et là, je découvre un sport engagé, un sport de contact, un sport avec des fauteuils qui sont très maniables, beaucoup plus maniables que les fauteuils que j'ai eu l'occasion d'essayer jusqu'alors. Et j'accroche tout de suite, en fait. C'était vraiment la discipline qui me correspondait. Et j'ai une lumière, en fait, dans mes yeux à ce moment-là, c'est de me dire « Waouh, ça y est, j'ai trouvé mon sport ». J'intègre l'équipe de France en 2008. On se retrouve sur le niveau international comme réellement des débutants, en apprenant par des rencontres avec à la fois des clubs sportifs finalement qui étaient même meilleurs que nous. Et je vais jouer plusieurs fois des équipes européennes telles que l'Allemagne qui dominait le rugby mondial, telles que la Grande-Bretagne. Et on se retrouve à être confronté à des nations qui sont à la fois professionnelles, qui ont beaucoup plus d'expérience et avec lesquelles on n'a pas le niveau. On n'arrive pas à pouvoir répondre sur le terrain. Cependant, on prend du plaisir parce que c'est une aventure humaine incroyable que l'on a tous construit. On la vit tous comme étant les pionniers finalement du rugby fauteuil en France. Et cela nous amène à un développement très rapide. On a des joueurs qui rejoignent notre équipe et qui nous apportent une grosse plus-value sportive. Des personnes qui sont très dominantes. On arrive à construire un collectif très fort pour aller chercher une première qualification au championnat d'Europe en 2011. Tournoi dans lequel les 4 premières équipes se qualifient pour les Jeux de Londres en 2012. On arrive en tant que dernière nation qualifiée, 12e nation européenne, qualifiée pour ce tournoi-là. Donc avec un statut de petit poussé, d'outsider. On se retrouve qualifié à Londres en 2012, où on intègre ce grand collectif France qui regroupe l'ensemble des disciplines paralympiques. Et là, je me rappelle, c'est quelque chose de génial. En fait, je retouche du doigt ce que j'ai vécu avec le rugby. J'ai une dotation sportive, je suis de nouveau habillé comme j'ai connu lorsque j'étais rugbyman ou en équipe de France de rugby. Je me retrouve dans une compétition qui va être médiatisée. Je me retrouve à jouer dans des stades pleins à un niveau incroyable. Et donc je retouche du doigt finalement le rugby d'antan, le rugby que j'avais pratiqué jusqu'à mes 19 ans. Et ça restera un moment très intense, magnifique, malgré les résultats sportifs. On finit dernier à cette compétition. Cependant, on finit à notre place, mais ça reste un moment très intense dans le cadre de mon histoire. Je participe à 3 Paralympiades, Londres en 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020, où on n'atteint pas le podium, mais le groupe évolue. Je me rappelle également du premier titre que l'on a avec cette équipe de France, qui arrive en 2022 à Paris, devant notre public. Je suis alors un des anciens de cette équipe. Ça fait maintenant quelques années que je représente l'équipe de France. Et on arrive sur cette compétition avec un statut de favori. Et poussé par notre public, on arrive à battre la Grande-Bretagne en finale,
d'un point qui nous permet d'atteindre le Graal et de pouvoir obtenir notre premier titre de champion d'Europe. Ça reste un événement marquant pour moi dans le sens où c'est mon premier titre international, officiel, avec cette équipe de France. Et ce premier titre m'a permis également de me rendre compte de tout le chemin que j'avais parcouru depuis 2008, où j'ai essuyé tous ces revers, toutes ces défaites, les difficultés qu'on a rencontrées. J'arrive avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'excitation sur ces jeux. Ma fin de carrière n'est pas un événement en soi, en fait. Je veux pas en faire un événement. L'événement, c'est les Jeux Paralympiques, c'est la médaille qu'on va aller chercher avec cette équipe. Et donc j'arrive finalement comme un nouveau joueur, plein d'excitation, avec la connaissance de notre niveau aussi, et la connaissance des capacités qu'on a à pouvoir performer, à pouvoir aller chercher une médaille. Aujourd'hui, c'est vrai, quand je regarde mon parcours, de me dire que j'ai eu cette carrière sportive, je suis allé rencontrer ma femme à l'autre bout du monde, je suis père de famille, je vais chercher une médaille à Paris, c'est juste du bonheur en fait. Et je savoure tout ce que j'ai, je vais savourer Paris, et je sais que demain sera encore rempli de surprises certainement, et de choses incroyables. Vous venez d'écouter Lambda, un podcast produit par Centre France. Si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles sur les plateformes de streaming, parlez de nous et n'hésitez pas à nous raconter votre histoire lambda en commentaire ou à l'adresse podcast au pluriel @centrefrance.com. À bientôt.